Alors, on a beaucoup parlé ce matin de chefs de fila, de chefs de file des départements en matière médico-sociale. Évidemment, c'est un sujet, une méthode qui va intervenir dans le débat qu'on va avoir maintenant sur la question de la lutte contre les déserts médicaux. J'appelle donc les présidents de conseils départementaux qui vont intervenir ici autour de cette table à me rejoindre. Sophie Borderie, la présidente du Lot-et-Garonne, qu'on salue particulièrement, si vous voulez bien, et qui nous rejoint ici, Madame la Présidente. Merci de venir prendre place. Philippe Gouet, président du Loir-et-Cher, revient aussi nous voir. Valérie Simonet, la présidente de la Creuse, est avec nous. Jean-Jacques Lasserre, le trésorier du département de France et président du département des Pyrénées-Atlantiques. Et Germinal Perrault, le président du département de la Dordogne. Je vous en prie, prenez place les uns et les autres. Et alors, mesdames et messieurs, les présidents, votre invité d'honneur cet après-midi, je l'ai déjà cité, nous accueillons Agnès Firmin-Lebaudot, la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Madame la ministre. Ravi de vous retrouver. Alors, vous avez suivi ce matin nos travaux qui, à chaque fois, commencent par un expert, un observateur extérieur qui va apporter son analyse sur la situation que vous voulez évoquer et traiter ici. Nous le faisons maintenant avec Lise Santoro, qui n'est pas directement une spécialiste des déserts médicaux, mais dont vous allez voir que les spécialités lui ont permis d'amener une réflexion qui va peut-être nous permettre de détourner le regard sur la façon dont on parle d'habitude de ce sujet. Madame Santoro, qui est avec nous en duplex, vous êtes là, bonjour, merci de votre présence cet après-midi avec nous. Vous êtes personnalité. Alors, vous êtes une scientifique, il faut dire les choses clairement. Vous êtes docteur en sciences et en immunologie, une spécialiste d'immunologie, et vous êtes normalienne, personnalité qualifiée au Conseil stratégique des industries de santé, le CSIS, que les spécialistes comme la ministre qui est pharmacienne connaissent, c'est-à-dire cet organisme qui regroupe notamment les labos pharmaceutiques et tous ceux qui sont en pointe dans la recherche en matière de médicaments, par exemple, aujourd'hui, et qui siègent tous les ans auprès du président de la République, du Premier ministre et du ministre de la Santé pour essayer d'améliorer la relation entre ces industries, essentielle évidemment pour notre pays et notre souveraineté, et puis la réalité pour les patients de parcours de soins et d'accès à tous ces médicaments. Et donc vous intervenez dans ce Conseil stratégique des industries de santé comme personnalité qualifiée, comme scientifique, qualité. Alors, votre vision peut-être, Madame Santoro, pour démarrer, de ce que vit la médecine aujourd'hui, et parce qu'on va voir évidemment que ça s'inscrit dans le débat sur les déserts médicaux et la difficulté aujourd'hui à avoir des médecins un petit peu partout sur le territoire. Comment vous appréhendez la problématique des déserts médicaux? Et un peu, on peut se demander finalement qu'est-ce que le plan auquel vous avez participé, le plan Innovation Santé 2030, qui est annoncé depuis un an, va pouvoir apporter pour pouvoir essayer d'innover avant qu'à terme, à 10 ans, nous ayons de nouvelles générations plus nombreuses de médecins. Madame Santoro. Madame la ministre, Mesdames les présidentes, vice-présidentes et conseillères, Messieurs les présidents, vice-présidents et conseillers, et Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous dire que c'est un plaisir de participer à ces assises des départements à vos côtés sur un sujet aussi important et vital qu'est la santé et pour lequel vous êtes mobilisés au quotidien. Donc depuis plusieurs années, vous vivez dans vos départements la problématique des déserts médicaux qui ne cesse de s'accroître dans nos campagnes, mais également dans nos villes. Et la situation s'aggrave chaque jour avec la concentration des hôpitaux, des services d'urgence, des laboratoires d'analyse médicale, le manque de médecins et d'infirmières, bien sûr, accentué par des difficultés de mobilité, et nous le vivons actuellement avec la crise énergétique. Donc vous êtes aujourd'hui confronté à une réelle problématique sur le terrain, un besoin urgent d'apporter des solutions aux patients. Alors, l'une des réponses à cette situation est bien sûr de pouvoir augmenter le nombre de médecins, les former,
leur donner des conditions de travail acceptables, les attirer, les fidéliser sur nos territoires. Donc ces chantiers relèvent de la responsabilité notamment du ministère de la Santé. Alors une autre solution aux déserts médicaux est l'anticipation et la mise en place de la médecine de demain, ce qu'on appelle la médecine des 5 P. 5 P pour une médecine de proximité, préventive, prédictive, personnalisée et focalisée sur les parcours de soins pour mieux suivre l'évolution de la pathologie au chevet du patient, pour anticiper, prévenir l'urgence et soigner de façon efficace. Et comme vous l'avez très bien dit, l'anticipation et la mise en place de la médecine des 5 P a été capturée par le plan Innovation Santé 2030, qui a été annoncé par le président de la République en juin 2021, avec une réelle ambition et des moyens alloués de 7 milliards d'euros. Ce plan a été proposé par le Conseil stratégique des industries de santé, et pour la première fois, donc en tant que personnalité qualifiée du CSIS, nous avons travaillé en intégrant tous les acteurs de la santé, les différents secteurs, c'est-à-dire les médicaments, mais également les dispositifs médicaux, le diagnostic, les applications digitales qui sont essentielles à l'émergence de cette médecine de demain. Donc, sans rentrer dans les mesures du plan, juste vous donner un exemple de domaine d'application innovant qui est en plein essor, qui est soutenu par le plan et qui apportera des solutions concrètes aux déserts médicaux dans les prochaines années. C'est par exemple, et certains d'entre eux connaissent déjà, la biologie délocalisée. Aujourd'hui, des réglementations s'opposent à son développement, sur lesquelles le gouvernement travaille. Mais concrètement, grâce à des dispositifs médicaux innovants et connectés, des tests de diagnostic ou de suivi pourront être réalisés au chevet des patients, directement par les médecins, les infirmières, les patients eux-mêmes. Ils seront faits sous la responsabilité des laboratoires d'analyse médicale qui récupéreront les résultats à distance et les valideront. C'est aussi le patient qui sera connecté en temps réel au médecin et à l'hôpital pour davantage suivre l'évolution de sa pathologie, anticiper l'urgence, le géolocaliser. C'est aussi grâce à la téléconsultation qui est apparue au moment de la crise Covid, en fonction des résultats de tests de diagnostic et de suivi, une prescription médicale qui pourrait être réalisée à tout moment. C'est aussi en cas d'urgence des dispositifs médicaux innovants qui permettront de réaliser des tests de diagnostic d'urgence de façon mobile, portable, connectée à tout moment, n'importe où, n'importe quand. Et ces tests pourront être accessibles pour les patients, par exemple au sein des pharmacies ou autres, comme cela est déjà le cas avec les défibrillateurs. Et c'est enfin des cabines de téléconsultation qui commencent à voir le jour, notamment dans les pharmacies, et qui intègrent des tests de diagnostic, de suivi, une connexion avec un médecin et la possibilité d'avoir une prescription médicale. Donc cette nouvelle vague d'innovation, elle est là, elle est déjà là, et les mesures d'accès au marché et de réglementation permettront leur mise en place dans vos départements, et cela grâce à des mesures prises dans le cadre du plan Innovation Santé. Lise Santoro, on entend bien, et vous êtes pertinente en la matière, et donc on écoute bien ce que vous nous dites. Les présidents de conseils départementaux connaissent déjà certains de ces dispositifs qui permettent, à défaut d'avoir des médecins, d'avoir au moins une capacité de diagnostic et, le cas échéant, de soins à distance. Il n'y a pas de médecin, mais au moins le médecin vient grâce. Bon, mais on voit déjà les objections, elles vont venir évidemment pendant la table ronde. Là, ce n'est pas l'objet de vous contredire maintenant, mais en effet, on pressent déjà les remarques qui peuvent être faites, en particulier pour l'urgence. Mais vous insistez aussi sur un autre point en dehors de toutes ces innovations et de ces outils du numérique, sur la prévention. Et vous dites que c'est en train de changer, et ça change tout, et c'est très important, y compris pour la problématique des déserts médicaux. Pourquoi ? Alors exactement, et d'ailleurs, vous avez bien noté que le ministre en charge de la santé est le ministre en charge de la santé et de la prévention. C'est aussi
une nouveauté importante. Mais au-delà du symbole, au-delà des mots. Alors, la prévention, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est savoir anticiper, c'est savoir éviter les situations d'urgence, c'est désengorger les services d'urgence, c'est voilà, pouvoir optimiser le parcours de soins. Donc cette prévention, elle est clé aujourd'hui et elle sera clé demain. Et cette prévention, elle passe par le diagnostic et les dispositifs médicaux. Oui. C'est la première fois quand même que le CSIS, Conseil stratégique des industries de santé, a travaillé sur le diagnostic et les dispositifs médicaux autant que sur les médicaments. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la médecine était focalisée sur l'approche pharmaceutique, thérapeutique. Demain, le diagnostic et les dispositifs médicaux auront une part beaucoup plus importante. Et c'est prévenir pour anticiper et éviter l'urgence, désengorger les services d'urgence, meilleure organisation des parcours de soins dans vos départements. Et vous me citiez en préparant cette start-up qui a mis au point des petites oreillettes qui font déjà en direct des électroencéphalogrammes et qui anticipent des crises d'épilepsie, par exemple. Alors, ce sont des outils qui... Oui. Il y a d'autres outils aussi qui permettent d'anticiper sur des années, peut-être même, le risque d'une maladie. Dernière chose, dans le contexte qui est le vôtre institutionnel, il y a l'Agence nationale de l'innovation en santé, qui est une création du président de la République et du CSIS, précisément, sur sa proposition. Qu'est-ce qu'elle peut apporter, elle, au département? Les présidents de conseils départementaux doivent se dire, c'est très loin de moi, cette agence de l'innovation, c'est pour les médicaments, ça ne nous concerne pas. Or, vous nous dites, si, ça peut les aider. Pourquoi? Ah oui, alors cette agence innovation santé, elle ne sera pas là pour les médicaments. Elle sera là pour la santé globale et le parcours de soins. C'est important. Je pense qu'il faut changer de paradigme. La santé, ce n'est plus le médicament seulement. Cette agence innovation santé, alors on espère qu'elle verra le jour très rapidement, mais elle va avoir un rôle essentiel dans la coordination de l'innovation en santé en France, directement à l'interface avec les acteurs et donc les départements. C'est elle qui devrait mettre en place et implémenter le plan innovation santé et qui sera enfin le guichet de tous les acteurs de l'innovation en santé et notamment les départements. Donc c'est une agence qui devrait, alors c'est encore en discussion, mais qui devrait reporter directement au ministère de la Santé, de l'Industrie, de la Recherche. C'est important d'avoir cette coordination transversale, voilà, en étant directement au service des acteurs et donc des départements. Et vraiment, l'objectif, c'est d'avoir une vision sur la santé, de simplifier les structures existantes, l'écosystème existant, et de mettre en place de nouveaux parcours de soins qui soient plus axés sur la prévention, la prédiction, et qui soient plus adaptés aux besoins des patients actuels. Merci infiniment en tout cas pour tous ces éléments. On voulait décaler le regard, on verra les objections qui peuvent être faites. Je me tourne, merci Lise Santoro, je me tourne vers Philippe Couette. Si vous me permettez peut-être de rajouter juste une petite... Nous n'avons pas le temps, je vous prie de m'excuser, donc je vais être très désobligeant, mais je suis obligé d'enchaîner pour qu'on puisse tenir cet après-midi. On a toute une thématique, donc je vous promets que vous serez réinvité d'une manière ou d'une autre à parler face au président de département. Avec mes excuses, Lise Santoro, bon après-midi, merci à vous. Président Gouette, même exercice que ce matin, si vous deviez, à la ministre, résumer en quelques mots la façon dont votre groupe de travail santé essaye de poser les enjeux de la problématique des déserts médicaux. La médecine 5P, c'est celle que vous analysez aussi comme celle qui est en train d'advenir et à laquelle vous allez devoir faire face. Alors cette agence dans l'innovation en santé, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais la prévention, l'innovation en santé, si on n'a pas de professionnels de santé en nombre suffisant, des professions paramédicales et médicales, je crois qu'on n'ira pas très loin. Je rappelle ici que 11% de la population française ne dispose pas de médecins généralistes traitants, dont 600 000 d'entre eux qui sont en affection de longue durée, qui n'ont pas de médecin traitant. 45 départements français sont sous le seuil des 40 spécialistes pour 100 000 habitants.
Après, si je vais sur des spécialités qui concernent véritablement nos départements, avec notre rôle important sur l'enfance, la PMI, les pédiatres ou les médecins qui sont spécialisés en pédiatrie, la situation est extrêmement dramatique. On passe en 5 ans de la 15e à la 25e place sur le taux de mortalité en France, derrière la Roumanie et la Pologne. En pédopsychiatrie, alors là, c'est la catastrophe la plus absolue, puisque nous avons 4 professionnels pour 100 000 jeunes de moins de 15 ans. 25 départements ne disposent pas de cette spécialité. Et l'âge moyen des pédopsychiatres en France est à 61 ans, ce qui fait qu'à l'aube de 2030, si on ne forme pas de pédopsychiatres, on aura 27% de professionnels en moins en pédopsychiatres. Actuellement, c'est les chiffres qui sont donnés par le rapport de l'IGAS. Alors les départements, oui, les départements, ils sont très investis sur la santé, bien sûr sur l'action sociale, mais c'est une mobilisation quotidienne d'essayer de donner l'accès aux soins et à la prévention à nos concitoyens, avec des expérimentations, des financements sur les maisons de santé, des financements sur les bourses aux étudiants, des financements sur les plateaux techniques de matériel pour aider les professionnels à s'installer. Donc nous sommes très présents, avec même des recrutements sur certaines maisons de santé professionnels où des médecins sont salariés. Donc vous le voyez, Madame la Ministre, les départements sont très investis. Et peut-être je le développerai plus tard. Oui, ok. Non, mais en l'occurrence, déjà là, vous commencez à fixer clairement le cadre de la discussion et l'interpellation, Madame Bordry. Peut-être avant qu'on développe encore tout ce que vous avez réalisé, vous aussi, vous vouliez interpeller la ministre en évoquant les actions que vous avez menées, et cette réalité du terrain, mais aussi l'enjeu politique tel que vous le voyez, vous, aujourd'hui. Je partage, bonjour Madame la Ministre, bonjour chers collègues, évidemment que je partage les propos qui viennent d'être tenus. Aujourd'hui, il y a effectivement une urgence dans nos territoires. Alors il y a quelques années, c'était essentiellement les territoires ruraux qui étaient touchés par la désertification médicale. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire national, puisque je crois bien que le premier désert médical, c'est Paris intramuros. Donc aujourd'hui, il y a effectivement urgence. Il n'empêche qu'il faut quand même souligner la capacité des collectivités territoriales telles que les départements qui, depuis des années, investissent, ont une démarche audacieuse effectivement en y consacrant des sommes budgétaires suffisamment importantes au travers des MSP, des centres de santé, en modifiant régulièrement le régime d'aide pour essayer de s'adapter au mieux. Il n'empêche qu'aujourd'hui, malgré toutes les initiatives qui ont été prises, sans doute que la situation est moins catastrophique qu'elle ne serait, mais il n'empêche que, voilà, aujourd'hui, on est en rupture, en tout cas en inégalité d'accès aux soins et, in fine, un retard dans la prise en charge de certaines pathologies de nos concitoyens sur nos territoires. Alors, vous avez mené des initiatives, y compris politiques, pour essayer de faire avancer les choses. Dites-nous un mot, peut-être. Alors oui, alors comme beaucoup de départements, nous avons investi dans les MSP, donc nous faire des choix d'investissement pour essayer de lutter contre la désertification médicale. Mais nous avons aussi pris une mesure qui peut paraître symbolique, mais qui a quand même reçu beaucoup d'enthousiasme de la part des élus de mon département, à savoir travailler sur une charte de non-concurrence. Parce que ça, c'est un véritable sujet aussi dans nos territoires. Il y a quelques années, la concurrence, c'était entre régions, puis entre départements. Puis aujourd'hui, finalement, c'est au sein d'un même territoire, des communes, il y a une concurrence entre les communes. Donc effectivement, effectivement, comme je le redis, ça peut paraître symbolique, mais finalement, l'ensemble des élus de mon département ont signé cette charte et j'ose espérer que ça peut avoir un effet parce qu'il y a aussi, et c'est une réalité, une surenchère en termes de rémunération qui s'opère sur nos territoires et qui est assez délétère. Oui. Puisqu'au bout du bout, le nombre de médecins, il est toujours le même sur l'ensemble du territoire. Donc voilà. Je vais revenir à vous, mais Président Lasserre, vous avez, vous, une initiative, la présence médicale 64, qui entre dans le type de ces initiatives des départements pour essayer évidemment de favoriser l'installation de nouveaux médecins avec leurs familles. Mais vous êtes aussi très rigoureux sur cette idée qu'il ne faut pas surenchérir en matière de primes et de concurrence entre territoires. Oui, bien entendu, parce que d'abord on considère que tout ce qui est artificiel, parachuté et non ressenti, ça ne marche jamais. L'idée qu'on se fait dans cette affaire-là, c'est de dire, bon, pardonnez-moi, Madame la Ministre, on est en ADF ici, c'est que vraiment, au regard de la difficulté de cette problématique,
au niveau des choses qu'il faut bien ressentir. L'aménagement du territoire, la volonté des jeunes to-be, la relation avec ceux qui partent. Je crois qu'il y a des échelons institutionnels, franchement. Moi, ma vie est faite de plusieurs expériences. Les départements, j'en suis convaincu, sont à un bon niveau d'appréhension de ces problèmes très, très complexes. Une fois qu'on a dit ça, Et je disais à l'instant que toute formule obligée parachutée, nous avons beaucoup discuté sur les formules salariales, libérales. On se rend compte que c'est notre point de vue, contestable, contesté. Il y a des pays, nous sommes adossés aux autonomies espagnoles qui ont fait le choix du salariat. Ce n'est pas pour autant que la médecine va bien. On considère que des formules forcées, plaquées, si l'essentiel, que je vais décliner en 2 mots, n'est pas réglé, ça ne fonctionne pas non plus. Et donc, l'idée qu'on se fait, alors c'est un travail de bénédictin, je vous assure, c'est de dire, essayons de construire un projet de vie pour les futurs to-be. En les écoutant, et ça part des milieux étudiants, des syndicats étudiants, en gardant un contact très étroit avec tous les maillons de la filière, si je puis dire, notamment les internes, bien entendu, les médecins qui partent à la retraite. Nous avons mis en place des modules de formation. Le CHU de Bordeaux l'a accepté pour les médecins qui partent à la retraite et qui acceptent de former les jeunes pousses, si je puis dire, ou les futurs talents, ou les futures vocations. Nous travaillons intensément, bien entendu, avec l'ARS, ça c'est tellement évident que je n'en parle même pas, et avec le secteur hospitalier. L'idée qu'on s'en fait, c'est de dire que dans une affaire comme celle-ci, qu'on ne décrète pas, que l'on ne va pas régler par des textes ou par de l'argent, il faut créer un mouvement d'accompagnement solidaire et complet. Fabriquer un projet de vie pour les jeunes to-be, c'est leur donner l'assurance que bien sûr l'exercice de leur fonction se passera normalement. Ça veut dire également que les questions qui se posent pour leurs épouses, pour leurs enfants, pour leur cadre de vie en général, nous y apportons des réponses. Dans ce milieu, comme dans le milieu entrepreneurial, le désir territorial d'accueillir, c'est fondamental. On a compris que vous n'êtes pas de ceux qui disent qu'il faut obliger, il faut une coercition et obliger les jeunes médecins à s'installer en zone rurale, par exemple, pendant un certain temps. On a peut-être tort, dans l'histoire de l'humanité, ça ne fonctionne jamais, et en France, moins bien. Contraindre ne marche pas. Je crois qu'il faut construire, mais véritablement construire. Alors, il faut du temps, il faut persuader. Parmi les bonnes surprises que nous avons, c'est que le jeu d'acteurs dont je pensais, nous y sommes très attentifs, révèle des intentions très encourageantes. Un médecin qui part à la retraite, bien entendu, il pense à son propre avenir, mais mon Dieu, il n'est pas dérangé s'il y a une suite à ce qui a occupé sa vie. Un jeune, à l'autre bout de la chaîne, un jeune qui veut s'installer dans un secteur donné, s'il sent du désir de la collectivité, on bosse beaucoup avec les EPCI, s'il sent du désir de la collectivité, s'il sent que sur les problèmes, comment dirais-je, sociétaux qu'il rencontre, il y a la volonté évidente, il faut des résultats, il ne s'agit pas de paroles simplement. S'il y a une volonté évidente de répondre aux questions qu'il se pose, nous pensons qu'on est plutôt dans le bel exercice. Alors c'est comme ça que nous essayons de travailler et que nous avons, alors vous savez notre département il est béni des dieux, nous avons des to-be en zone de montagne et nous avons aussi des to-be dont on pense que s'ils sont à Saint-Jean-de-Luz et s'ils peuvent gagner leur vie le mercredi midi, ils passent leur vie à faire du surf, c'est faux. Nous avons aussi de la déprise médicale dans ces secteurs, mais je vous assure. Même à Biarritz, où on fait du surf, il y a moins de médecins. S'il vous plaît, ne posez pas Saint-Jean-de-Luz à Biarritz, sinon je vais mal rentrer chez moi. Mais l'idée qu'on se fait, il ne faut pas qu'il y ait des clichés dans l'idée qu'on se fait des déprises médicales. Il y a des endroits de déprise étonnants, y compris en zone urbaine. Donc voilà, nous préférons cultiver le désir, l'organisation, la responsabilisation de chaque maillon de la filière. C'est ainsi que nous travaillons. Et nous avons quelques jolis petits résultats dont nous sommes assez fiers. Alors, il y a une dimension quand même. Je vais vous passer la parole, président Perrault, dans un instant. Mais il y a une dimension qui est la question du degré de décision et à qui incombe la responsabilité. Est-ce que c'est du régalien, la question de la médecine, ou est-ce que aussi c'est... Bon, je me tourne vers Valérie Simonet, parce que vous qui avez aussi, dans la Creuse, développé tous ces dispositifs, vous dites tout de même, et c'est une façon d'interpeller aussi la ministre, l'État ne doit plus se désengager. Oui, je vous remercie. Bonjour Madame la Ministre. Déjà ravi que dans ce nouveau gouvernement, nous ayons une ministre en charge de l'organisation et de la territorialisation des soins. Quelque chose qui nous parle forcément, nous les départements de France. Un message simple finalement, très pragmatique surtout, peut-être en ces instants. Saluer toutes les collectivités, je pense aux communes. La plus petite des communes est impactée par ce sujet. Les intercommunalités, les conseils départementaux, les conseils régionaux, pour vous dire que j'ai l'impression que nous avons tout essayé, que les besoins sont partout.
mes collègues l'ont rappelé, dans tous les territoires urbains, périphériques, ruraux, dans les montagnes, dans les plaines, que ça concerne l'hôpital, le public, le privé, les CHRU, les CH, les CHS, les établissements médico-sociaux, les EHPAD, les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, la médecine de ville, nos collectivités, nous-mêmes, qui avons besoin pour fonctionner dans le cadre de nos compétences de solidarité, en particulier autour de l'enfance, mais pas que, de professionnels de santé et de médecins. J'avais envie de dire, mais aujourd'hui, demain, que va faire l'État pour peut-être mailler le territoire et mettre surtout fin à une angoisse que l'on ressent parce que nous sommes des élus de proximité, nous sommes les premiers à être interpellés. L'angoisse terrible que ressentent aujourd'hui les Français, toutes les populations face à ce gros problème. Et puis, quelques mots pour rappeler un peu l'état des lieux. D'avoir, vous êtes en train de nous dire, au fond, on ne peut plus aller plus loin. Alors, nous, on peut mettre toujours des moyens et des dispositifs, mais on ne peut pas inventer de nouvelles solutions. C'est ça que vous dites ? Attendez, plus que ça, je voudrais faire un petit retour en arrière aussi pour expliquer là où nous en sommes aujourd'hui. Le numerus clausus, c'est 1971, un demi-siècle. Et nous nous étonnons aujourd'hui d'avoir cette pénurie de médecins, de spécialistes en France. Nous nous étonnons 50 ans après avoir cloisonné, enfermé la possibilité d'avoir des médecins au regard des besoins de la population, parce qu'on savait que la population allait vieillir, on savait que les pathologies, en particulier du grand âge, allaient nécessiter un accompagnement et des prises en charge. Alors oui, les territoires, je le disais, se sont mobilisés et nous avons tâché d'anticiper. Je vais vous donner l'exemple de mon département, de la Creuse. Moi-même, d'ailleurs, infirmière libérale, je m'installe en 1989, il y a déjà quelques années. 5 médecins généralistes, 3 infirmières libérales. 2019, un médecin qui est présent 3 jours par semaine, 7 infirmières libérales. Alors, dès 2008-2010, les collectivités se sont engagées à essayer de trouver des solutions. On a travaillé avec l'État, bien sûr, les ARS, et puis on a mis en place les projets de santé. Ce n'était pas facile, il y a 15 ans, de rassembler des médecins, des infirmiers, des kinés, pour dire comment demain envisagez-vous de travailler pour être plus opérant et améliorer la qualité des soins pour les patients du territoire. Ce n'a pas été simple, je veux vraiment le dire, mais on a réussi à co-construire ces projets de santé. On a travaillé avec les ARS sur les plans locaux de santé. On est interpellés, nous, les départements, sur ces sujets. Le plan de prévention, santé mentale, etc., etc. On a participé à l'investissement des maisons de santé pluriprofessionnelles, des centres de santé salariat pour certains, les réseaux de santé qu'ont préfiguré aujourd'hui les CPTS, et puis des plans de soutien, mes collègues le font tous aujourd'hui, les aides, les bourses aux étudiants, les aides à l'investissement, à la téléconsultation, la formation, les formations nouvelles pour les infirmiers libéraux en particulier, le diplôme universitaire de téléconsultation, IPA, infirmière en pratique avancée. Et puis, on nous a dit, ça ne suffit pas, soyez un peu plus bankable et parlez de vos territoires. Donc, on a fait des box santé, on est allé sur le marketing territorial, l'attractivité, on est allé sur des stratégies vient de le décrire, offensives. Et ça marche, 16 médecins de plus dans son département. Mais c'est les Pyrénées-Atlantiques. D'accord. La Creuse, c'est beau Vous voulez aussi. qu'on parle de la Lozère, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Creuse ? Donc oui, ces stratégies, elles sont importantes. Nous sommes allés, mais il faut 10 ans pour former un généraliste, soyons réalistes. Juste rajouter que nous sommes allés aussi sur des stratégies offensives. On va vers les facultés, on va parler aux étudiants, on participe à des forums. On a accueilli, même dans notre département, le critérium des internes en médecine. On fait des webinaires, on essaie tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je pense, sauf à nous expliquer ce qu'il faudrait que nous fassions de plus, moi, je ne sais plus quoi rajouter. Et sinon, je veux vraiment le souligner. Avec tout ce que nous avons mis en place, nous avons mis nos territoires en concurrence. Que ce soit sur le salariat, moi c'est 5 000, en Corrèze c'est 6 000. Que ce soit sur le PAC organisation, venez vous installer, on va vous accompagner. Moi je vous trouve un logement. C'est un T5, c'est un T4. Voilà, donc je crois que c'est ça aussi le nœud du problème aujourd'hui. Il faut trouver des solutions intermédiaires, j'allais dire des solutions palliatives, pardonnez-moi, pour passer, j'espère, le cap qui ne serait que de 10 ans. Madame la ministre, vous voyez, je mettais de la pression pour le temps
à la présidente Simonet, mais oui, je vais passer la parole. Mais c'est un appel au secours, hein. C'est une façon de dire aidez-nous. Enfin, ouais, je ne minimise pas l'intervention de la présidente Simonet, bien au contraire. Président Perrault. Oui, merci. Bonjour Madame la Ministre, chers collègues. Il y a une chose sur laquelle on peut être tous d'accord, c'est la question du constat. Et aujourd'hui, on peut dire que les choses vont mal sur le plan de la santé, de la démographie médicale, puisque dans pas mal de départements, c'est le cas dans le mien en Dordogne, les urgences de Sarlat, les urgences de Bergerac ont été fermées pendant à peu près 25%, entre 20 et 30% pendant les mois d'été. On a aujourd'hui 350 médecins généralistes. Dans 5 ans, la moitié auront atteint l'âge de la retraite. Quelques milliers de personnes se retrouvent sans médecin référent. Quelques milliers de personnes mettent 6 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, 6 mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste. Quand on ne vous répond pas, on ne peut pas prendre de nouveaux patients. Ouais. Et donc, on voit des situations de santé se dégrader globalement dans le département. Mais ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la Dordogne, c'est vraiment un problème national. Et là, de ce point de vue, on est tous d'accord sur les questions de formation, de manque de personnel. Et moi, j'ajouterais quelque chose par rapport à la répartition. Je ne suis pas tout à fait du même avis que mon collègue et ami des Pyrénées-Atlantiques. Je pense qu'il est clair que l'idée que l'on pourrait réduire les dépenses de santé si on réduisait le nombre de médecins dans notre pays, c'est une idée totalement folle. Mais pourtant, elle a présidé aux décisions politiques au plus haut niveau pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, tout le monde paye, puisqu'on ne va pas reformer le personnel d'un claquement de doigts. Donc, il faut ouvrir les vannes de la formation. Mais comment alors, selon vous ? Attendez, il faut ouvrir les vannes de la formation, c'est absolument évident. Et pas que des médecins, mais il faut aussi penser aux spécialistes, mais il faut aussi penser aux infirmières, aux aides-soignantes, etc., etc. C'est l'ensemble des professionnels de santé qui doivent être, mais il faut mettre vraiment les bouchées doubles, parce que sinon on court vers la catastrophe. On est d'accord aussi sur le fait que dans nos départements, les collectivités, depuis plus de 10 ans, 12 ans, se sont engagées financièrement aux côtés des communes, des communautés de communes, pour construire des maisons de santé pluridisciplinaires, pour créer des prêts d'honneur, pour créer des bourses à des étudiants qui nous promettent de revenir travailler chez nous pendant quelques années, pour créer des bourses pour les internes, pour qu'ils puissent venir faire leur internat ici, où on leur paie une partie du logement, une partie de leur déplacement, etc., etc., etc. En créant un centre départemental de santé, ce que j'ai fait moi-même. Des villes l'ont fait aussi. Des villages l'ont fait même. Et salarient des médecins parce qu'ils sont au bout de toutes les solutions. Et je crois que notre collègue de la Creuse l'a parfaitement dit, on est au bout du bout. Et je pense qu'on ne pourra pas éviter, Madame la Ministre, je vous le dis, cela vous a été dit il y a quelques jours à Éimé, dans un autre congrès d'élus ruraux, mais je pense qu'il faut aussi aller vers plus de mesures incitatives dans un sens qui n'est pas un sens qu'on entend très souvent. Les médecins qui s'installent généralistes en zone rurale perçoivent 50 000 € de primes. Et ils ont droit à 5 années d'exonération fiscale. Il n'y a pas beaucoup de professions qui ont ça. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que certains, au bout de 5 ans, s'en vont, font un saut de puce, vont dans le département voisin ou quelquefois dans les communes voisines et recommencent à toucher 50 000 € et recommencent à repartir pour 5 ans d'exonération. Donc là, ça ne coûtera pas d'argent à l'État. Il faut mettre fin à cette situation. Surenchère. Dans mon département, à l'hôpital de Sarlat, cet été, on manquait d'urgentistes et la directrice me disait, Monsieur Perrault, vous comprenez, il a fallu payer jusqu'à 1 700 € les 24 heures des urgentistes qui venaient boucher les trous. Mais 1 700 €, c'est rien. Tapez sur Internet et vous allez voir que ce chiffre il peut monter à 5 000 € pour 24 heures. Et là, je crois que M. Braun l'a dit, il faut revenir à la loi. Une loi a été votée en 2001. Et il faut à tout prix limiter cette espèce de mercato qu'exercent des mercenaires, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et je finis. Je ne suis pas d'accord avec mon collègue Lasserre. Il sait que j'adore les Pyrénées-Atlantiques, il sait que j'adore à la fois la côte basque, mais aussi le Béarn. Et il ne me fera pas croire qu'il y a plus de demandes à l'Arro, en Haute-Soule, qu'il n'y en a sur les plages du Biarritz.
Comme on ne me fera pas croire qu'il n'y a pas plus de demandes au bord du bassin d'Arcachon qu'en Dordogne ou en Lot-et-Garonne. On ne me fera pas croire qu'il n'y a pas plus de demandes sur la côte d'Azur qu'il y en a dans l'arrière-pays niçois. Donc il y a une vraie réalité aussi. Ça peut se comprendre. Les médecins d'aujourd'hui ne sont pas les médecins d'hier. Ils ne veulent pas travailler 7 jours sur 7. Ils veulent avoir des horaires, avoir une vie de famille. Ils veulent aller dans les endroits les plus agréables. Et moi, je redis ce qui vous a été demandé, Madame la Ministre, il y a 15 jours, à savoir, il y a une maison très simple. On me dit, on ne peut pas obliger les médecins à s'installer. Bon, c'est vrai pour d'autres professions, mais ce n'est pas possible pour les médecins, j'en conviens. Mais il faut rappeler une chose, c'est que l'État a dans les mains une arme qui s'appelle le conventionnement. Alors moi, je ne veux pas interdire aux gens ou obliger les gens à s'installer ailleurs, mais ce que l'État peut dire, nous n'allons plus conventionner des médecins qui s'installent dans les zones surdotées, parce que c'est la réalité, il y a des zones surdotées. Et donc, de ce point de vue, rien ne bougera dans les prochains mois si quelques mesures simples que j'évoque et qui ne coûtent pas un centime Alors, Président à l'État Perrault, ne je sont vous pas en prie, voilà, il faut, à ce stade, elle a les épaules pour répondre, parce que Le Havre, avant Paris, et puis vous êtes du métier de parcours de soins, puisque je rappelais que vous étiez pharmacienne. Vous avez les épaules, mais à un moment donné, trop c'est trop. Mais là, il fallait que chacun puisse s'exprimer et vous dire vraiment ce que le terrain ressent. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui a été fait, en effet, il y a le sentiment d'atteindre une limite. Vous connaissez cette réalité, parce que comme parlementaire, en votant les PLFSS des années précédentes, vous vous êtes attaqué à ces sujets, je peux en témoigner. Bon, voilà, maintenant, vous n'avez pas besoin de moi pour vous défendre. Donc, la réalité aujourd'hui, telle que vous l'entendez, et ce que vous inspire, ces requêtes, en tout cas, c'est ce qui a été exprimé ici. Bonjour à tous. Alors, je ne me sens pas du tout attaquée, donc je ne vais pas me défendre. Non, c'est vrai. Je vais juste répondre. Tout d'abord, vous dire, chers collègues, parce que je suis conseiller départemental, vous dire à quel point je suis heureuse de venir au congrès de l'ADF, de vous croiser, mesdames et messieurs les présidents, mais aussi des collègues conseillers départementaux qui sont dans la salle. Vous l'avez fait remarquer, Madame la Présidente, le ministère dont j'ai l'honneur d'avoir la charge s'appelle le ministère de l'Organisation territoriale et des professions de santé. Alors, puisque vous étiez à Aimé, vous m'avez entendu le dire, mais je vais le redire, parce que je crois qu'il est important de dire, et ça répond en partie à la question de l'urgence, ce pourquoi ce ministère existe, c'est bien parce que tous, pendant ces mois de campagne électorale, il n'y a pas un jour où nous avons été sollicités pour dire « je n'ai pas de médecin, je n'arrive pas à prendre de rendez-vous ». Donc le président de la République et la Première ministre ont décidé de créer ce ministère pour répondre à l'urgence. Donc c'est un ministère de défi et avec François Braun, nous le prenons en ce sens. Donc ce ministère de défi, il fait quoi? D'abord, il travaille beaucoup avec les collectivités territoriales. J'étais, vous l'avez souligné, chez les maires ruraux, j'étais chez les intercos, je suis aussi aujourd'hui ici, et je le suis souvent avec Caroline Cayeux. Soit nous sommes ensemble, soit nous nous suivons. Donc il se trouve que je salue ma collègue qui est arrivée. Ce n'est pas tout à fait anecdotique. Ça veut bien dire que Caroline Cayeux, qui est en charge de la cohésion des territoires, nous travaillons ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'entends votre cri d'alerte de dire « nous sommes au bout ». Eh bien, c'est parce que nous avons tous conscience que ça n'est pas l'État tout seul, que ça n'est pas les collectivités tout seules, que ça n'est pas les professions de santé tout seuls qui vont y arriver, que c'est bien ensemble que nous allons apporter les réponses aux problèmes qui sont les nôtres. Et c'est ça, cette nouvelle méthode. C'est de se dire que la décision unilatérale qui vient du ministère de la Santé et qui s'applique à tous les territoires, la décision unique, elle ne fonctionne plus. Parce que vos territoires sont différents. Et l'échange que vous aviez tous les deux, Messieurs le Président, le montre très bien. Vos territoires, nos territoires sont différents. Et donc la décision unilatérale, elle n'existe plus. Donc la nouvelle méthode souhaitée par le Président de la République, c'est bien de faire ensemble, de co-construire. L'élu de terrain que je suis, la ministre de terrain que je suis, est intimement convaincue que nous allons y arriver. Nous allons y arriver parce que nous avons des collectivités qui, j'allais dire, face à cette situation, ont déjà, et vous l'avez souligné, et je mesure à peu près la même chose que vous, ça fait à peu près 12 à 14 ans que les départements ont commencé à financer des maisons de santé, parce qu'on sentait bien le poids
Alors même si nous n'aimons pas le terme de désert médical, mais pour l'instant, personne n'en a trouvé de meilleur. Et au moins, on sait tous de quoi on parle quand on parle de ça. Parce que nous sentions que ça arrivait. Et vous l'avez très justement dit, nous payons les conséquences du fait d'avoir dit que moins on formait, moins on dépenserait. Voilà, en fait, non. Donc aujourd'hui, on paye cette conséquence-là. Donc je rappelle que quand même, le président de la République et le gouvernement d'Édouard Philippe ont supprimé ce fameux numerus clausus il y a quelque temps, mais nous savons que maintenant, nous allons avoir 10 ans très difficiles. Et que parce qu'il faut 10 ans pour former un médecin, et qu'il faut aussi du temps pour former une infirmière, qu'il faut aussi du temps pour former une aide-soignante. Donc c'est un vrai enjeu sur les formations des professionnels, et nous avons ouvert ce champ. La construction, elle se fera ensemble. D'abord, je voudrais vous annoncer une nouvelle, parce que je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est importante. Tout à l'heure, on nous a parlé de 5P. Dans 5P, il y avait proximité. La proximité, c'est le lien que vous formez avec les territoires. Et vous avez eu raison de rappeler que les communes, que les départements, que les intercos, que les régions étaient toutes mobilisées pour la santé. Tout à l'heure, on nous a parlé de parcours, on nous a parlé de prévention, de proximité. C'est ce que hier, nous avons signé au ministère avec les professions de santé. Pour la première fois, toutes les professions de santé, les 7 ordres, médecins, pharmaciens, infirmiers, kinés, sages-femmes, podologues, dentistes, ont signé au ministère une convention qui permet aux autres professionnels que les médecins de pouvoir suivre les patients. Eh bien, je peux vous dire que c'est une petite révolution qui va nous permettre d'avancer dans la prise en charge du patient. Les médecins sont revenus, j'allais dire, à la table des négociations avec les autres professionnels, et nous avons conclu hier, grâce à leur travail, ce schéma qui sera très vite déployé, je l'espère, par des mesures réglementaires ou dans le PLFSS à venir, sur la prise en charge par d'autres professionnels que le médecin. Et ça, je peux vous dire que déjà, nous apportons une réponse importante. Après, le débat sur le fait que nous allons avoir plus de médecins dans 10 ans fait qu'il faut apporter des réponses. Certains pensent que le conventionnement, la régulation, l'obligation sont des réponses. Moi, je ne pense pas que c'en soit une. Ça n'en est pas une parce que nous n'avons pas la matière pour. Je l'ai redit, je l'ai dit à Aimé, je le redis, 0 fois 0, on m'a toujours appris que ça faisait 0. Donc il faut faire avec les forces en présence. Et faire avec les forces en présence, c'est ce que nous essayons de faire avec les professionnels, c'est dégager du temps médical, c'est de permettre à nos professionnels d'accompagner les malades. C'est aussi peut-être un devoir que nous allons avoir à faire, c'est rééduquer nos concitoyens sur ce qu'est l'accès aux soins, et que peut-être, c'est ce que nous avons fait cet été pour les urgences, c'est appeler le 15 avant de se déplacer, que les urgences sont bien des urgences, que parfois on n'a pas forcément besoin de prendre un rendez-vous chez le médecin, et que peut-être directement aller passer par l'infirmier ou chez le pharmacien, ça peut servir. Que quand on prend un rendez-vous, si on ne peut pas y aller, on l'annule. Voilà, il y a plein de choses à faire, et je pense que nous allons y arriver. Là où je rejoins et vous avez exprimé, c'est que tous, nous sommes confrontés, puisque 87% de notre territoire est un désert médical, je le répète, la concurrence entre les territoires. Moi, je salue votre initiative de cette charte de non-concurrence. Je crois que c'est quelque chose qui est souhaitable. Vous avez parlé tout à l'heure de l'intérim. Une loi a été votée, les décrets seront pris, et la fameuse loi votée sur l'intérim sera applicable aux alentours du mois de mars. Dans le PLFSS, nous prenons aussi d'autres mesures pour aller plus loin sur l'intérim, et pas que sur les médecins, mais aussi sur d'autres professions, comme sur les professions d'infirmiers. Donc les solutions, elles existent. Les assistants médicaux sont une réponse au temps médical dégagé. Là, nous allons aussi avoir besoin peut-être des collectivités, puisque beaucoup de cabinets médicaux ne peuvent pas avoir d'assistants médicaux pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas la place dans le cabinet. Donc là, les collectivités vont pouvoir être aussi nos partenaires pour pouvoir répondre à ce besoin de développer les assistants médicaux. Donc on voit bien que tout se met en place, que la nouvelle méthode souhaitée par le président de la République de co-construire, de partager ensemble les bonnes solutions dans vos territoires, et il y en a tous dans vos territoires,
va nous permettre de répondre à cette période de 10 ans qui va être très, très compliquée. Et on le sait tous, l'urgence, ce sont les 600 000 patients sous ALD qui n'ont pas de médecin traitant. Nous avons la convention médicale qui va être renégociée et nous allons avoir un devoir d'exigence forte, d'abord pour répondre à ces 600 000 personnes sous ALD qui n'ont pas de médecin traitant. Mais moi, je vous redis d'abord toute la confiance que j'ai envers les collectivités territoriales et envers les départements pour être des partenaires de l'État. Je le redis, puisque les ARS sont vos partenaires, la mission qui est la mienne, c'est aussi de faire en sorte que les ARS redeviennent un vrai échelon de proximité et que nous allons très vite faire en sorte que l'échelon départemental soit votre échelon de référence pour pouvoir répondre au plus vite aux besoins et aux projets qui sont les vôtres. Et puis, pour terminer, cher Thierry, nous avons lancé avec François Braun le 3 octobre dernier au Mans le CNR en santé. Je vous invite et je vous incite très fortement dans vos départements à y participer, puisque l'idée, c'est que toutes les bonnes pratiques, toutes les idées qui viendront des concertations et des travaux, et ça marche, on en a déjà fait 2, entre les élus, les professionnels et les citoyens, si des bonnes idées sortent, eh ben, elles sont applicables, expérimentables tout de suite. Donc je vous invite et je vous incite très fortement à y participer. Donc vous redire la confiance qui est la mienne envers les départements, vous redire que je suis raisonnablement optimiste, que nous avons vraiment des beaux signaux, qu'on a une fenêtre de tir. Et on a ensemble 6 à 8 mois pour vraiment construire des réponses qui répondent aux besoins de santé de nos concitoyens. Philippe Gouët, vous avez participé à la mission Flash du ministère de la Santé sur les urgences, et vous dites que certaines des mesures citées à l'instant par la ministre sont pertinentes, certaines venaient d'ailleurs en suggestion, mais ça pourrait aller plus vite ou elles ne sont pas assez homogènes sur le territoire, c'est ça ? Tout à fait. Alors déjà, je remercie Madame le Ministre de nous avoir conviés en amont pour mettre en place la boîte à outils pour cette mission Flash sur les services d'urgence et de nous avoir invités également à suivre la commission de surveillance de cette mission Flash. On a sauvé un peu les meubles, je pense, cet été, avec 50 services qui étaient en grande difficulté, et je pense qu'on a un peu sauvé les meubles, effectivement. Je crois qu'il est, au niveau des ARS, essentiel que les départements participent à la gouvernance des ARS au niveau départemental. Je pense également que les départements doivent avoir un représentant au niveau des commissions paritaires, des commissions socio-professionnelles, des caisses primaires d'assurance maladie, parce qu'on finance quand même beaucoup de choses, on peut avoir des idées, et je pense que des échanges, sans forcément avoir une voix de vote, mais au moins une voix consultative, ça me semblerait être un élément important pour la gestion dans les départements de la politique de santé. Après, sur les ARS, effectivement, il y a des disparités extrêmement importantes. On l'a vu pendant la période de pandémie de Covid. Il y a des ARS qui étaient totalement tétanisés. Si les départements n'avaient pas pris en urgence les distributions de masques, de gel hydroalcoolique, les plexiglas en protection, la distribution de masques à nos collégiens, je pense que les ARS n'ont pas été suffisamment réactives. Et là, on le voit dans la mission Flash, Madame la Ministre. On voit très bien que certaines ARS se sont vraiment ont porté en avant les 10 mesures qui devaient être suivies, les mesures essentielles sur les 41 mesures. On voit très bien que sur la France, à part le Nord où c'était très réactif, un petit peu sur la Bretagne et quelques éléments sur la côte atlantique, on voit qu'il y a une disparité d'homogénéité sur le suivi de cette mission Flash. Et ça, c'est extrêmement regrettable. Donc je pense qu'il faut impérativement, ça nous semble, pour nous, présidents de conseils départementaux, essentiel de participer à la gouvernance des ARS au niveau départemental au moins. Agnès Firmin-Le Madame la Ministre. Alors, je ne peux pas vous laisser dire en tant que ministre que les ARS n'ont pas été réactifs pendant la crise sanitaire. Heureusement. Non, mais je sais bien que je suis très populaire quand je dis ça, mais je l'assume. Je tiens à saluer le travail des ARS et des personnels qui y travaillent. Moi, ce que je vous redis, c'est que je suis intimement convaincue que là où ça a été plus ou moins bien perçu, ça dépend d'abord de la taille des ARS, et que là où l'échelon départemental était fort, la réaction des ARS a été perçue. Là où l'échelon départemental n'était pas, j'allais dire, assez puissant, je vois bien que ça a été compliqué.
Non, mais je vous le redis, que l'échelon départemental est le bon échelon pour, j'allais dire, recréer de la proximité avec l'échelon qui est celui que représentent les départements. Maintenant, je tiens à saluer aussi, puisque je vous l'ai dit, je suis conseiller départemental, que les collectivités, pendant la crise sanitaire, ont été, j'allais dire, des partenaires essentiels et ont permis, voilà, sur les centres de vaccination, sur les masques, sur les gels, tout le monde a apporté sa contribution dans une situation qui était inédite. Et bien sûr, il faut saluer cet effort. Je veux dire que je vous le redis, je sais très bien ce que les collectivités ont permis de faire, et aussi les professionnels de santé, puisque l'occasion m'est donnée aussi de rappeler l'effort et l'engagement qui a été le leur pendant cette crise sanitaire. Je voudrais qu'on remercie Agnès Firmin-Le Bodo, qu'on remercie la ministre d'être venue, non pas affronter, mais dialoguer avec les présidents de conseils départementaux, et puis vos collègues qui sont intervenus et qui ont dit les choses. Nous sommes arrivés au bout de cette table ronde. Beaucoup de choses ont été dites depuis ce matin, notamment au moment de la table ronde sur le médico-social et aussi sur ces sujets, sur la relation avec les ARS. C'était un des sujets à évoquer cet après-midi. Merci à toutes et à tous, et on peut saluer nos orateurs si vous le voulez bien.